Coach Deschamps, il me convoque dans son bureau et il me dit: «Elliot, écoute, t'es jeune. Moi, j'ai fait venir des joueurs. Tu vas pas forcément avoir du temps de jeu. À ton âge, il faut jouer.» Et du coup, j'ai dit: «Non, mais coach, il y a aucun problème.» Je me sens pas à ma place, je me sens pas forcément bien, donc je décide d'arrêter. Donc je vais dans le bureau d'Anigo et je lui dis: «Écoute, José, je vais arrêter, je vais partir. Je m'en vais.» Et du coup, je suis parti. Elliot Grandin, tu es un ancien ailier professionnel qui a connu des scènes que beaucoup de joueurs rêvent de vivre, la Première Ligue en Angleterre et le Vélodrome en fusion avec l'Olympique de Marseille. Rapide, percutant, porté vers l'attaque, ton parcours t'a mené très tôt au plus haut niveau, entre pression médiatique, grand stade, expérience forte à l'étranger. La particularité de mon premier match, c'est que je m'y attendais pas du tout, moi. À savoir que quand je fais mon premier match en pro, je suis pas encore avec les pros à l'entraînement. Je suis avec la réserve et je crois que j'ai 16 ans à l'époque. Très, très jeune, 19-20 ans, tu décides d'aller à Marseille. À savoir que quand je pars à Marseille à 19 ans, j'ai le PSG aussi, j'ai Valence aussi en Espagne et Marseille. Il faut que je fasse un choix. Dès que j'ai eu Anigo au téléphone, c'était fini. T'avais un mentor là-bas un peu qui t'aidait beaucoup? Ouais, c'était Djib et Mamad. Ils m'ont fait me sentir à l'aise. Et naturellement, après, sur le terrain, je me suis bien senti. Et puis, quand t'as des bons joueurs de foot autour de toi, c'est plus facile. Premier match à Sofia, tu reçois le ballon dans la zone de réparation. Tu te retournes, frappes dans la lucarne. Un but exceptionnel. Le premier match, j'arrive, il parle bulgare, je comprends rien. Le club, à l'époque, il est tenu par la mafia. Il arrive, il me sort une liasse de billets comme ça, il me dit: T'as pas eu peur des répercussions que ça pourrait avoir sur la suite de ta carrière? Elliot Grandin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Nice. «Merci à vous de me recevoir.» hein. Elliot, t'as grandi à Caen. Et si je te ramène à ton enfance et que je te dis à 10 ans, Elliot, tu vas terminer ta carrière et tu vas jouer pour ton club de ta ville, Caen, et ton club de cœur, Marseille. Est-ce que tu y crois? À 10 ans, non, j'y crois pas parce que à 10 ans, c'est relativement jeune. Et je viens d'un milieu assez populaire. Donc, des rêves plein la tête avec mon ballon, oui, en étant jeune, mais de là à dire que j'allais jouer un jour au Vélodrome et signer mon contrat professionnel dans ma ville natale, non. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé et je pense que c'est ce qu'aimerait. C'était le rêve de pas mal de petits garçons comme moi qui habitaient là où j'habitais. Hmm. On te connaît comme un milieu offensif. Tu marques des buts, tu fais des passes décisives. On va d'ailleurs avoir la chance d'en regarder quelques-unes aujourd'hui devant la télévision. Ouais. Quand tu retournes à tes premières classes, quand tu es plus jeune, est-ce que tu as toujours été ce style de joueur-là ou à travers le temps, tu as senti que ta manière de communiquer sur le terrain a grandement évolué? Ouais, c'est exactement ça. Ça a évolué au fil du temps. Quand j'ai commencé, j'étais plus attaquant de formation au Stade Malherbe de Caen. Et en passant pro, je suis passé sur le côté. Et ensuite, par la suite, une fois arrivé en Angleterre, là, je me suis positionné en milieu offensif dans l'axe. Je me suis senti bien. Je suis tombé sur un coach aussi qui a su déceler ça. Et voilà, j'ai toujours été plus passeur que buteur. Malgré que tu en as fait des beaux dans ta carrière. Malgré qu'il y en a eu quelques-uns, ouais, j'ai eu la chance d'en marquer quelques-uns. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours été plus dans le collectif, plus altruiste que vraiment tueur, buteur. Et amène-nous peut-être un petit peu à tes premières classes. Donc, tu as fait tes classes à Caen. C'est ça. À quel âge tu rentres au centre de formation? Je rentre aux formations à 13 ans, au centre à 13 ans. Pré-formation à ce moment-là. Ça n'existait pas, la préformation, donc je rentre un an avant. Donc je me retrouve avec des gars qui ont 4, 5 ans de plus que moi. Je suis le petit jeune, mais tout se passe relativement bien et je suis content de rentrer au centre et de jouer au foot tout simplement à cet âge-là. De toute façon, on pense qu'à ça. Hein. Est-ce qu'il y avait un éducateur, quelqu'un qui t'a remarqué spécifiquement, qui te fait les beaux yeux pour que tu viennes à Caen? Est-ce qu'il y a une personne dans ton enfance qui a vraiment été très important pour ton ascension au centre de formation? Oui, bien sûr. C'était plus après, parce qu'au début, j'ai commencé dans un petit club de quartier de Caen. Et je suis arrivé très jeune au Stade Malherbe. À 8 ans, déjà, j'étais au Stade Malherbe. Mais oui, il y a Philippe Tranchant, un éducateur qui m'a beaucoup aidé quand j'étais au centre. Et aussi Sébastien Bagné, un formateur reconnu aussi. Ces deux personnes-là, je pense,
c'est grâce à ces 2 personnes-là que j'ai pu passer professionnel. Parce qu'ils ont su me prendre comme j'étais et ils ont su m'accompagner. Chose que je n'ai pas eue par la suite, peut-être dans le monde professionnel. Mais en formation, ces 2 personnes-là, elles ont été importantes. On est au début des années 2000. Quand, à ce moment précis, a toujours été un club qui a navigué, on pourrait dire, entre la Ligue 2, la Ligue 1, ça a été un peu la même chose quand tu as fait tes premières classes en professionnel. Qui, dans l'équipe numéro 1, dans l'équipe pro, t'inspire pour peut-être te dire « j'aimerais être ce joueur quand je vais être un petit peu plus vieux ». Est-ce que l'équipe de Division 1, à ce moment précis, a un impact sur toi en tant que joueur du centre de formation? C'est pas vraiment l'équipe, c'est plus le stade, l'ambiance. Ah, le stade. Parce que quand on est au centre, on part du centre à pied, on va au stade le week-end regarder les pros jouer dans notre petite tribune avec tous les joueurs du centre. Et voilà, on rêve de jouer sur la pelouse quand il y a un but et que tout le monde crie. C'est plus l'atmosphère, l'envie de fouler le terrain qui me prend quand je suis au centre, plutôt qu'un joueur en particulier. Est-ce que vous allez à tous les matchs? Oui, on allait à tous les matchs. Ouais. On allait à tous les matchs et puis on attendait juste le but pour crier, sauter partout. C'est des bons souvenirs. Mais oui, le fait de pouvoir jouer dans ce stade, c'était quelque chose vraiment qui m'a marqué quand j'étais au centre. Nous, on jouait sur en 15 ans, 13 ans, tu joues sur des petits terrains, il n'y a personne. Là, tu rêves de jouer devant du monde dans des beaux stades. Et pour nous, la pelouse, c'était quelque chose de... Ouais. C'était un rêve, quoi. C'est comme un billard. Voilà, c'était le rêve de tout jeune. Et bon, quel type de contrat que tu as? Parce que c'est toujours intéressant de savoir le statut du joueur à l'intérieur du centre de formation. T'en as qui ont des contrats spécifiques qui vont les aider ultimement à devenir professionnels. D'autres que tu sens qui sont, on pourrait dire, et pardonnez-moi l'anglicisme, un peu des outsiders, qui on ne sait pas exactement s'ils vont être capables de percer professionnel. Toi, tu as eu une ascension rapide? Tu étais déjà établi un peu ou pas? Moi, ça a été très, très rapide. Parce que déjà, à 16 ans, j'étais déjà avec la réserve. Donc, tout ce qui est catégorie de jeunes, j'ai pas beaucoup connu. J'ai connu les 15 ans, un petit peu les 17 ans, mais vraiment rapide, et direct avec la réserve. Du coup, j'ai dû arrêter l'école tôt pour m'entraîner le matin avec la réserve. Tes parents, comment qu'ils voyaient le tout? C'était compliqué parce que j'étais pas un mauvais élève. Comme des parents, un peu inquiets, réticents, à vouloir que je combine les deux, mais c'était pas possible. Donc, il fallait faire un choix. Et puis, comme on a décelé le potentiel que je pouvais y arriver, ou que j'étais proche d'y arriver, à devenir professionnel, en accord avec la famille, on a décidé d'arrêter. Et puis, quelques mois après, je signais mon premier contrat. Donc, ça allait vite. Ça allait très vite. Mais pour revenir sur ta question du centre de formation, c'est varié en fait. Il y a des joueurs qui sont aspirants, des joueurs qui ont juste des petits contrats. C'est ça la particularité du centre, c'est pas évident. Les gens ils pensent que c'est facile, mais c'est pas évident. Puis tu crées des liens avec des personnes. Chaque année, il y en a qui partent, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y en a, c'est tes amis, il y en a, c'est tes concurrents. C'est un peu pervers, tout ça. C'est-à-dire que oui, c'est des amis, mais au final, il va y avoir 1 ou 2 joueurs par génération qui vont signer professionnel. Donc, c'est un ami, mais à la fin de la journée, tu veux sa place. C'est ça. Et aujourd'hui, moi, je suis passé de l'autre côté en tant que, entre guillemets, éducateur, entraîneur. Et je le ressens encore plus chez les jeunes aujourd'hui. À mon époque, c'était un peu moins prononcé. Il y avait vraiment une différence entre la formation et les pros. Mais aujourd'hui, je trouve que même en formation, ils sont tout de suite dans la concurrence, dans la performance. Alors qu'avant, ça va, il y avait quand même ce foot plaisir de jouer entre potes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la course à la performance. De par les intérêts financiers, c'est devenu autre chose. Je trouve que là, ça commence de plus en plus tôt. On les rentre dans un cadre professionnel excessivement jeune. Exactement. Et est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire, parce que tu parlais de cadre financier, que l'impact des parents change énormément? Et le point que je veux mentionner ici, c'est qu'il y a beaucoup de parents
qui ont des jeunes joueurs excessivement prometteurs maintenant, qui peuvent recevoir en France, en Angleterre, en Espagne, des contrats excessivement alléchants, des chèques qui peuvent des fois être quelque chose qui va changer totalement leur vie si leur fils signe en centre de formation à un club précis. Eh ben moi, je l'ai vécu en tant qu'éducateur à l'OGC Nice. Et des jeunes joueurs qui avaient des propositions énormes, ça n'existait même pas à mon époque. Ça ressemble à quoi, une proposition énorme? Ça peut être 150 000 € pour un jeune de 12 ans, 13 ans. Et c'est un chèque qui va aux parents, ça? C'est un chèque qui va aux parents. Les parents peuvent refuser aussi, ils veulent plus. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas à mon époque. En tout cas, pas à cet âge-là. Est-ce qu'on peut leur en vouloir aux parents? Si tu viens d'un quartier super défavorisé, tu n'as pas tellement d'argent, et là, demain matin, tu te fais offrir un chèque comme ça, même pour eux... Ah non, on ne peut pas leur en vouloir. C'est le système, c'est fait comme ça. Maintenant, les gens s'adaptent par rapport à ça. Si on leur propose, c'est qu'ils peuvent l'avoir. Je trouve que ça gâche un petit peu les... Parce que pour moi, dans le football, même si j'ai connu le monde professionnel, mes plus belles années, ça reste en jeune. Ouais. Les plus beaux souvenirs. Et je trouve que là, du coup, c'est un peu gâché de par l'aspect financier. Donc, au début des années 2000, au stade de Caen, tes parents ont reçu un chèque de 100 000 €. Là. Non, ils ont reçu un chèque de 100 000 €. Je ne sais même pas si j'avais un contrat au centre. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir signé un contrat. Juste, je jouais, je m'amusais, je prenais du plaisir. Et tout allait très vite, certes, mais on n'était pas dans tout ça. Puis moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est très détachée du football. Elle veut juste que je sois heureux, football ou pas football. Donc, ça l'intéresse pas. Si je suis heureux dans le foot, tant mieux. Sinon, donc j'ai de la chance aussi. Mais non, ouais, ça m'a choqué le football d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, ce que c'est devenu. Mon nom est Antoine Gagné. On fait une petite pause dans l'épisode parce qu'on a une grande annonce à vous faire. En 2026, Histoire de foot continue et veut faire les choses en grand. Au-delà des entrevues et des conversations qu'on adore, on veut aller plus loin. On veut faire des reportages, des formats inédits, des contenus beaucoup plus immersifs autour du foot. Et pour atteindre cette ambition, on a pris une décision importante. Pour la première fois en plus de 2 ans, on ouvre la porte à des partenaires et sponsors pour le podcast. Dans les prochains mois, on va accepter des candidatures d'entreprises qui souhaitent s'associer à Histoire de foot, s'intégrer au projet et nous accompagner dans cette nouvelle étape. Si ça vous intéresse de rejoindre une audience de plusieurs millions de passionnés de football chaque mois, en France et partout dans la francophonie, et de connecter avec des dizaines de milliers d'auditeurs fidèles, rendez-vous à go.histoiredefoot.co/partenaire. Donc, je le répète, go.histoiredefoot.co/partenaire. Le lien est également dans les notes de l'épisode. D'ici quelques mois, on sélectionnera des partenaires qui nous accompagneront pour la prochaine année. Donc, si vous aimez le foot autant que nous et que vous avez envie de construire quelque chose avec Histoire de foot, on a très hâte d'échanger avec vous. De retour à l'épisode en cours. Je te ramène dans ce cas-là, les choses sont allées vite pour toi. Fin de la saison 2004-2005. Dernier match. Le club est encore en Ligue 1, mais s'en va en Ligue 2, je crois. La relégation est déjà faite à ce moment précis. Ton premier match en professionnel, tu es né en 87, donc tu as 17-18 ans cette année précise. Est-ce que c'est une case de cocher? Est-ce que c'est un rêve qui devient réalité? Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on parle à des footballeurs professionnels, il y a plusieurs manières de voir une entrée en pro. Pour certains, c'est quasiment une fin en soi. Pour d'autres, c'est le début d'un long chapitre. Tout dépend de la perception que tu as, bien entendu, de ta carrière, de ce que tu vois pour la suite. Comment tu le décrirais, ce moment précis, quand tu rentres sur le terrain? Bah, c'est magnifique, c'est un moment inoubliable. Alors, la particularité de mon premier match, c'est que je m'y attendais pas du tout, moi. À savoir que quand je fais mon premier match en pro, je suis pas encore avec les pros à l'entraînement. Ah, t'es avec la réserve. Je suis avec la réserve et je crois que j'ai 16 ans à l'époque. La saison avec la réserve, elle est finie. Donc moi, je suis en vacances avec mes amis. Et je me rappelle, je dors chez un ami à Paris. Et on était en vacances depuis une semaine. Comme des jeunes de 15 ans, lui, 16 ans, moi, on sortait, on rigolait, on prenait le métro. On mangeait les crêpes à Montmartre sur Paris. Et
Et après, un matin, on dort. Et quand je me réveille, je vois 40 appels en absence. Mais vraiment. 40 appels en absence. Ma mère, mes entraîneurs dont je t'ai parlé tout à l'heure, tout le monde m'avait appelé. Donc je rappelle ma mère. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit je crois que t'as un match de foot parce qu'elle sait pas trop. Je crois que t'as un match de foot. Ouais, elle me dit je crois que t'as un match de foot. Ils m'ont tous appelé, rappelle-les. Je crois que... Mais je lui dis mais non, mais c'est fini la saison, je suis en vacances et tout. Non, appelle-les. Et puis j'avais vu qu'il m'avait appelé, donc je rappelle. Et je crois que je tombe sur mon coach de la réserve à l'époque, Sébastien Bagny, qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis je suis en vacances et pourquoi tu réponds pas? Tu dois aller jouer avec les pros là et tout. Je dis mais non, mais là c'est pas possible. Je dis je suis en vacances, j'ai pas d'affaires, j'ai pas de crampons, j'ai rien. Et il me dit je m'en fous, tu fonces à l'aéroport et tout, tu dois aller à Marseille, ils vont venir te chercher parce que le match était à Istres la dernière journée. Et du coup, je réveille mon ami, et lui, il se réveille, il me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis, je crois que je dois aller jouer avec les pros et tout. Donc lui, il se lève et tout, non, c'est pas vrai et tout. Et voilà, ça se fait comme ça. Donc je crois que c'était tout un truc pour que j'ai des chaussures de foot, parce que j'avais rien. Et du coup, j'arrive à Marseille, je prends l'avion, j'arrive à Marseille. Et premier match, et je rentre et tout. Et à l'époque, tu sais, c'était le multiplex sur la Ligue 1 la dernière journée. Ouais. Et je marque de la tête. Et mon ami avec qui j'étais la veille, et tout, il regardait la télé, il était choqué parce que la veille, on prenait le métro à 3h du matin pour rentrer à la maison. Et voilà, le premier match, c'était ça. Donc, j'ai même pas eu le temps de voir venir. Je suis descendu à Marseille et je suis rentré contre Istres, dernière journée. Parle-nous de ce match. C'était particulier parce que moi, j'étais super content sur le plan personnel. Ouais. J'avais joué mon premier match en professionnel, mais on avait perdu ce match et c'était le match de la descente pour les pros. Donc eux, sur le chemin retour, dans le bus, personne parlait. Ils étaient tous tristes. Et moi, j'étais au téléphone, tout le monde m'a appelé parce que j'avais joué mon premier match. Mais l'équipe était déjà reléguée. Non. Non? Non. Il y avait une chance de s'en sortir au dernier match. Il y avait une chance de s'en sortir au dernier match. Et du coup, c'est remonté au sein du club parce que moi, dans le bus, j'étais content. Tout le monde m'appelait, super, félicitations. Moi, je parlais, j'étais content et tout. Mais après, dans le bus, en fait, ils étaient... Bon, ça va, j'avais 16 ans, ils m'ont pas voulu, mais... Voilà, c'était mon premier match. Du coup, retour à Paris après vacances. Hein. Et ouais. Aïe. Incroyable. Ouais, c'était un truc de fou. Et l'année d'après, vous êtes en Ligue 2, et là, tu fais partie des plans du club. Voilà, l'année d'après, je signe mon contrat professionnel. J'intègre le groupe pro, la préparation et Ligue 2. Et je pense que le premier match est le 28 ou le 31 juillet, je me rappelle plus exactement, et je pense que tu marques. Ouais, premier match en Ligue 2, je marque contre Créteil, à Créteil, à l'extérieur. Ouais, premier match, premier but, top pour l'intégration. Je fais la préparation physique, ça se passe super bien, et après, je suis lancé avec les pros. Tu as joué 55 matchs au total à Caen. Tu as marqué 6 buts. Il y a eu la Ligue 2, la Ligue 1. Ça a toujours été un peu en yo-yo, on pourrait le dire ainsi. Mais finalement, très, très jeune, à 20 ans, je crois, 19-20 ans, tu décides d'aller à Marseille. Ouais. Et autant que c'est un des plus grands clubs de France, voire peut-être le plus grand club de France si on regarde sur l'ensemble de l'histoire, autant qu'il y en a qui ne comprennent pas tellement ce geste, parce que tu es encore jeune, tu rentres un peu dans la gueule du loup. C'est-à-dire à Marseille, une journée, tu peux être un héros. La journée d'après, on veut te renvoyer à ton club de formation. Ouais. Explique-nous un peu ce qui s'est déroulé. Par la suite, si tu le veux bien, on ira voir certains faits saillants qui se sont déroulés à Marseille. Mais explique-nous, avant toute chose, la réflexion de pourquoi, finalement, Elliott Grandin va à Marseille quand il n'a joué que quelques saisons seulement à Caen. Un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, il y a Marseille qui vous appelle. Moi, mon rêve depuis tout petit, c'est d'être professionnel et de jouer à Marseille. Ouais. Et là, il y a Marseille qui m'appelle, je peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Je peux pas refuser parce que c'est facile de dire prends le temps, fais tes gammes à Caen,
acquérir de l'expérience. Mais des fois, le train, il passe pas 2 fois. Aujourd'hui, je regrette pas. Je suis fier d'avoir porté ce maillot, d'avoir joué dans ce stade avec des grands joueurs. Et c'était un rêve d'enfant, donc je l'ai réalisé. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir réalisé ce rêve-là. On peut toujours émettre des suppositions, s'il avait fait ça, mais moi, je pouvais pas refuser. Faut savoir que quand je pars à Marseille à 19 ans, j'ai le PSG aussi. Oh! C'est pas le PSG d'aujourd'hui. Ouais. PSG, l'entraîneur, c'était Paul Le Guen. J'ai Valence aussi en Espagne et Marseille. Il faut que je fasse un choix. Ou rester à Caen. Mais dès que j'ai eu Anigo au téléphone, c'était fini. C'était fini. Mais qui t'aide à ce moment-là dans tes prises de décision? Parce que tu nous mentionnes que ta mère veut le mieux pour toi, mais elle n'est pas tellement foot, et encore moins, j'imagine, foot business. Qui sont les personnes proches de toi qui vont t'aider? Est-ce que tu as déjà un agent? Est-ce que c'est la famille? C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand je signe mon premier contrat professionnel à Caen, j'ai pas d'agent. J'y vais tout seul avec ma mère, signe mon contrat. Et tous mes 2 ans et demi à Caen, sans agent. Pas d'agent. C'est juste au moment où il y a des intérêts des clubs que là, les agents commencent à rencontrer un peu les parents. Et via mon agent de l'époque, après, là, je signe à Marseille. Donc, à Marseille, tu as un agent. Voilà. Bon. On peut pas parler de Marseille sans mettre de l'avant ton premier match en Coupe de France contre Monaco. Donc, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, on va regarder ensemble avec Elliot et bien entendu les gens qui écouteront en vidéo les faits saillants de ce premier match juste ici. Donc, c'est un match de Coupe de France. Et il faut rappeler aussi aux gens qui nous écoutent, c'est un beau Marseille. C'est-à-dire, il y a Nasri, il y a Djibril Cissé qui est là, il y a Mamadou Niang, il y a Mandanda Daribu, je crois bien. C'est un beau club. C'est un des très beaux clubs de Marseille des 15-20 dernières années. Des gros joueurs, là. Exact. Donc, ce qu'on va voir, c'est le ballon décisif de Elliot au début du match, juste ici. Donc, tu reçois un ballon littéralement sur la droite. Tu centres très fort au point de pénalty pour Valbuena qui reprend le ballon directement. Il frappe dans la lucarne droite. Une bonne manière d'entamer tes premières classes à Marseille. Ouais. Tu devais te sentir un peu comme un je veux dire littéralement un poisson dans l'eau. Tu es à Marseille, tu fais un ballon décisif pour Valbuena. Ouais, ça facilite pour la confiance. C'était une bonne entrée en matière. Après, il y a eu les séances d'entraînement avant. Il y a des anciens comme Djib, Mamad qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont bien aidé. T'avais un mentor là-bas un peu qui t'aidait beaucoup? Ouais, c'était Djib et Mamad. Ouais. Djib et Mamad, ils m'ont fait me sentir à l'aise. Et naturellement, après, sur le terrain, je me suis bien senti. Et puis, quand t'as des bons joueurs de foot autour de toi, c'est plus facile. Et là, c'est une très belle action conclue avec un beau but. Et non, je pouvais pas rêver mieux comme début. Définitivement. Et un petit peu plus tard, je crois dans le match, si je m'avance, c'est juste ici. On va le voir juste ici, je crois bien. Et voilà, une reprise de volée. On va juste le revoir un petit peu ensemble. Ça, c'est un autre but qu'on va regarder un petit peu plus tard. Mais littéralement, le ballon est dans le 6 mètres. Et là, nous fais une reprise de volée assez exceptionnelle. Ouais, et là, un but, une passe décisive, ton premier match en coupe avec Marseille. Littéralement, je pense que c'est ton premier match avec le club, si je ne me trompe pas ici. Tu me disais que quand tu as joué ton premier match pro avec Caen, tout le monde t'appelait. Combien d'appels que tu as reçus après ce match-là? C'est sûr. Après, quand vous passez à la télé, quand vous faites des bonnes performances, c'est sûr que... Mais c'est un but exceptionnel, là. Je veux dire, tu passes le ballon derrière toi, un léger coup de sombrero, et tu finis avec une reprise de volée dans le 6 mètres comme ça. Ouais, c'est un coup franc excentré de Samir. Il met un peu dans la boîte, dans la surface, un peu de cafouillage, et moi, je me la lève pour la reprendre. Ça va au fond. Donc, c'est super souvenir. Hein. J'ai la chance de jouer mon premier match, de marquer devant le public du Vélodrome. Donc, aussi, j'étais très jeune à cette époque-là. C'est pour ça qu'à Marseille, le public, il m'a toujours
il m'a toujours soutenu, il m'a toujours bien aimé. Parce qu'entre guillemets, il y avait des stars qui étaient censées faire gagner l'équipe. Et moi, j'étais un petit jeune qui rentrait plein d'insouciance, avec des dribbles, ma manière de jouer. Donc ça a plu. Donc c'était franchement, premier match magnifique. Magnifique. Et c'était Coupe de la Ligue, pas Coupe de France. Coupe de la Ligue, pardonne-moi, c'était la Coupe de la Ligue ici. Ça. Mais je veux dire, tu en parles de manière très, très calme. Mais tu m'as l'air d'être une personne très, très calme aussi, Elliott. Mais je peux pas croire qu'en dedans de toi, à la fin du match, tu te fais dire, c'est lancé, ma carrière est lancée. Je viens de faire un but, une passe décisive à Marseille à mon premier match. Là, après Marseille, ça va être Barcelone, l'équipe de France. Non, j'étais en équipe de France jeune. Ça m'a aidé aussi, parce que Samir, je le connaissais, il était de la même génération que moi. Non, moi, je me suis jamais vraiment dit ça. J'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport au football. J'ai jamais pris le foot comme un métier. Peut-être que parfois, ça m'a porté préjudice, parce que dans le monde professionnel, il faut être un peu comme ça, mais moi, je suis pas comme ça. Le foot, c'est le plaisir. Je suis là juste pour prendre du plaisir, m'amuser à l'entraînement, sur le terrain, et beaucoup de recul. Beaucoup de recul par rapport au foot. Très en paix avec tout ça. Très en paix avec le foot. J'adore le foot, je suis passionné du foot, mais du jeu. Tout ce qui entoure le foot, j'aime pas trop, entre guillemets. Bon, en tout cas, parlant de jeu, tu en as fait d'autres beaux buts, donc peut-être qu'on peut regarder ça un peu. Donc, il y a eu bien entendu ce premier match d'anthologie, on pourrait dire, en Coupe de la Ligue. Il y a également ce but que j'aimerais te montrer à l'instant, et par la suite, on pourra regarder d'autres types de faits saillants que tu as eu à Marseille, juste ici. Donc, pour situer les gens, je pense que c'est contre Auxerre, ce but ici, qu'on va voir ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, pour les gens, encore une fois, qui nous écoutent à l'audio, Elliott est à l'extérieur de la surface de réparation du côté gauche. Il rentre dans la surface, petit pont ou grand pont à voir, et directement par la suite, ballon piqué et but. C'est un but assez exceptionnel. Un de tes plus beaux que tu as marqué peut-être en carrière? Ouais, un des plus beaux. Hein. Je pense que celui-là, ouais, il est dans les plus beaux buts de ma carrière. Et c'était après combien de matchs? C'était la deuxième journée de Ligue 1. Deuxième journée de Ligue 1. Ouais, deuxième journée de Ligue 1. Et la première, je marque à Rennes. C'est pas mon match. Et la deuxième, plein de confiance, plein d'insouciance. Je prends le ballon et je mets ce but. Incroyable. Et c'est comme je vous dis, quand vous avez des bons joueurs de foot à côté de vous, c'est plus facile quand même. Et ouais, non, super souvenir. Dans la foulée, je pars en équipe de France Espoir. C'était vraiment magnifique ce début de saison. Tout était lancé. Tout était lancé, ouais. Et à l'intérieur même du vestiaire, avec le club, avec le président, avec le coach, c'est Guéretz le coach à ce moment-là, Marseille. Ouais. C'est quoi ta relation avec lui? Parce que j'ai pu comprendre qu'à travers le temps, ça s'est compliqué un peu entre vous deux. Mais au départ, comment s'installe cette relation? Non, franchement, j'ai toujours eu des bons rapports avec coach Guéretz. Pour moi, c'est un super coach et c'est un super homme, le côté humain. Je trouve que c'est quelqu'un de bien. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, donc j'ai jamais eu de problème avec lui. Notre relation, elle ne s'est pas dégradée. C'est juste que vu que j'étais jeune et qu'il y avait des sacrés joueurs aussi à l'époque, j'ai pas eu le temps de jeu escompté. Et du coup, il fallait faire un choix entre rester et grappiller du temps de jeu ou peut-être partir pour essayer d'avoir plus de temps de jeu ailleurs. Mais toujours une bonne relation avec le coach. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais jamais eu de problème particulier avec lui. Donc, très orienté au niveau sportif seulement. Ouais, on avait besoin de plus de temps de jeu. C'est pour ça que tu étais parti à un certain moment donné. Exactement. Puis, il y avait des gens, des milieux de terrain, des attaquants qui performaient. Il y avait énormément de concurrence. Bien sûr. À cette époque-là, en attaque, il y a quand même Koné, il y a Ben Arfa, il y a Niang, il y a Cissé qui est là, qui vient de partir aussi la deuxième année. Il y a du monde, quoi. Donc, voilà, il faut se faire une place. J'arrive à faire quelques matchs titulaires, à faire des entrées. Mais quand même, après, j'ai 19-20 ans. Ouais. J'ai envie de jouer un peu plus. Et bon, je peux pas passer à côté de ce moment précis à Marseille, qui est un truc assez exceptionnel, dans l'optique où, encore une fois,
c'est, tu l'as mentionné, la première journée de Ligue 1. Donc, ton premier but en Ligue 1 avec l'OM, parce qu'eux, auparavant, étaient en Coupe de la Ligue. Donc, qu'est-ce qui se déroule ici? Très simplement, on est dans un match qui est très serré. C'est 3-3. Ouais. On est à la 91e minute, à peu près, 90 minutes et 30 secondes. Et là, il y a un ballon qui se retrouve littéralement à côté du gardien. Il y a un face-à-face, je pense, avec Niang. Et le gardien repousse le ballon très loin. Et à l'extérieur de la surface, toi, tu es là et tu prends le retour et tu frappes dans un filet désert. Et là, ça fait 4-3 Marseille. Mais, et là, il y a un mais. Là, on peut penser que tu as marqué le but de la victoire et que tout est réglé. Mais il y a quoi? 1 minute après, Rennes égalise et fait 4-4. Donc ça a dû être un moment un peu spécial pour toi. Ouais, c'est ascenseur émotionnel et c'est un match fou. Souvent, les Rennes-Marseille, c'est des gros matchs. Là, 4-4, déjà la physionomie du match. Et puis, quand je marque devant les supporters. Je crois que c'est Ben Chirou qui lance Djib. Ouais, c'est Djib, ouais. Et le gardien, c'était Douchet, je crois, à l'époque, qui sort. Ça revient, je la reprends en une. Et là, ça rentre. Et en plus, il y avait nos supporters à côté. Tout le monde explose. Il y a tout le banc qui se met à courir. Moi, je me mets à courir. On est tous euphoriques. Et on pense que c'est le but de la victoire. Et 1 minute après, je crois que c'est le frère Bruno Chéreau qui marque une tête sous la barre à la dernière seconde. C'est sur une erreur. On perd le ballon bêtement. Et puis... c'est ascenseur émotionnel. C'est dommage. Parce que ça fait mal, ça reste un beau souvenir, parce que c'est l'adrénaline, les bons moments. C'est pour ça qu'on joue au foot. Le stade, nos supporters, ils ont explosé. Mais prendre ce but après, c'est dommage. Donc bon, il y a ces très beaux moments à Marseille qui se mettent en place. On a eu beaucoup de joueurs de Marseille qui sont venus sur le podcast Histoire de foot, qui nous ont parlé un petit peu de cette effervescence à l'intérieur de cette ville exceptionnelle au niveau football. Parle-moi des moments plus difficiles. Parce que, je veux dire, tout n'a pas été rose à Marseille. Tout n'a jamais été rose pour n'importe qui joue à Marseille. Djibril Cissé nous le dit. Il nous a dit que quand je marquais, j'étais l'attaquant français que l'Olympique de Marseille a toujours voulu avoir. Mais plus souvent qu'autrement, il se faisait huer par les supporters, puis lui, il devait continuer à marcher droit. Donc, c'est facile pour personne. C'est un club qui est exigeant envers ses joueurs parce qu'il y a un passé qui est très fort. Parle-moi peut-être un petit peu des moments compliqués que tu as vécu là-bas. Ouais, c'est vrai que les supporters, ils sont très exigeants, mais parce que c'est des passionnés. Toute la ville vit pour le foot, vit pour l'OM. Donc, donne-nous des anecdotes de ça, de comment que ça se matérialise dans le quotidien. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais comme tu disais par rapport à Djib, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux, parce c'était un attaquant vedette à l'époque qui arrive pour une certaine somme. Les gens ont beaucoup d'attentes. Les supporters, ils sont tellement passionnés qu'ils espèrent qu'ils marquent doublé à chaque match. Mais quand ça se passe pas comme ça, ils sont comme ils sont trop passionnés et que ça déborde, ça déborde un peu ils oublient le côté humain, que nous, on reste des humains, les joueurs, et il y a des choses qui peuvent blesser. Quand on gagnait, pareil, j'ai souvenir de mon ami Ronald Zubar, qui lui jouait derrière. À chaque fois, si on prenait un but, les supporters, puis quand on gagnait, c'est demander des autographes, c'est Marseille, c'est comme ça, c'est la passion. Mais quand tu signes pour l'OM, tu sais déjà à quoi t'attendre. Il ne faut pas être surpris une fois que tu es sur place. C'est les exigences des gros clubs. C'est un club qui a une histoire. Et le Vélodrome, les supporters, ils donnent tout. C'est une des meilleures ambiances d'Europe. Forcément, ils attendent en retour sur le terrain. Après, ils n'ont pas le recul de se dire, au quotidien, les joueurs de foot, ils ont aussi une vie privée. Peut-être qu'il y a sur le plan personnel, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, donc il y a des petits passages qui sont un peu moins bien, mais ils sont tellement passionnés qu'ils en oublient tout. Et c'est plus ça. Donc pour certains joueurs, ça doit être difficile. Notamment les joueurs qui ont du mal à supporter la pression mentalement, et ça peut toucher certains joueurs aussi. Après, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis très... Le football, c'est le football. J'ai beaucoup de recul par rapport à ça, donc ça m'a
Ça me touche pas particulièrement. Donc, toi, tu étais capable de faire la distinction après un match de foot, c'est terminé. Tu penses à autre chose et... Ouais, je pense à autre chose. Et puis, la plupart de mes amis, c'est pas des gens qui sont dans le foot. Non? Non, je suis pas... Mes amis sont pas dans le foot. Quand je rentre à la maison, ça y est, on est sur autre chose. On est dans la vraie vie. On profite entre nous, on rigole, on fait ce qu'on aime faire. Et voilà, il y a l'entraînement, il y a les matchs, et puis il y a la vie. Je fais bien la distinction entre les deux. Est-ce que, par hasard, on t'a déjà reproché peut-être d'un manque de... Et le terme n'est pas nécessairement bon ici, mais peut-être d'un manque de sérieux comparativement à d'autres joueurs dans ta manière de procéder, parce que tu m'as l'air très détaché, comme tu le dis. Donc, peut-être des fois, de manière indirecte, ça peut se sentir comme de l'arrogance, qu'on est un peu détaché, qu'on n'est pas autant sérieux que d'autres joueurs qui ne vivent que de ça, qui regardent leur alimentation, qui s'entraînent constamment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà reproché? Oui, bien sûr, et plusieurs fois, mais moi je l'assume, c'est comme ça que je suis. Ouais, on me l'a reproché. Qu'est-ce qu'on disait? On me l'a beaucoup reproché, notamment quand je joue en France. En Angleterre, moi. Parce qu'en Angleterre, il y a la mentalité, chaque joueur est différent, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même moule. Il y en a qui sont plutôt calmes, il y en a qui sont excités, il y en a qui ont besoin de s'entraîner fort, il y en a qui ont besoin d'être tranquilles. Et ce qui compte, c'est que tu sois performant le week-end. En France, non. C'est une autre mentalité, c'est pas forcément... Mais voilà, il faut que tout le monde soit pareil. Quand il y a les exercices physiques, tout le monde doit faire pareil. Si tu le fais pas, c'est que t'es pas sérieux. Et voilà, moi, comme j'ai toujours été un peu, comme je disais, un peu détaché, que le foot, c'est ma passion, je le prends comme un plaisir, bah, des fois, ça pouvait peut-être embêter certaines personnes qui se disaient, attends, mais comment ça se fait que lui, il a pas la pression, il est pas, comment ça se fait que ça l'inquiète pas, pourquoi il fait pas. Mais voilà, je suis comme ça, c'est comme ça, on va pas me changer. Hein. Ouais. Gareth, lui, il a accepté ça ou il te le reprochait? Non, il a accepté. Hein. Après, je sais pas si il l'a remarqué sur le moment, mais non, il m'a pris comme j'étais, et puis j'ai jamais eu de problème particulier avec Gareth. Ouais. Après, c'est vrai que bon, ça peut. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur là, et maintenant je suis passé de l'autre côté. Donc je peux comprendre maintenant. Si je tombe sur un joueur qui était comme moi, mais je vais dire, mais lui en fait, il s'en fout du foot. Ouais. Donc voilà, je les blâme pas. Et voilà, c'est ce qui avait été, ce qui est fait. Et bon, finalement, il y a un prêt à Grenoble qui se met en place. Ouais. Parce que je pense que tu es à la recherche de temps de jeu. Ouais. Et après ce prêt qui se termine, eh bien là, c'est pas un autre club de France que tu t'en vas chercher. Tu t'en vas littéralement à l'étranger. Tu t'en vas en Bulgarie. Donc, je situe les gens qui nous écoutent aujourd'hui. CSKA Sofia, en Bulgarie, tu as 22-23 ans, tu es encore tout jeune. Ouais. Bon, là, je suis obligé de te poser la question. Là, ton agent, pourquoi il t'amène là-bas? Je peux pas croire que c'est la seule option sur la table. Alors, ouais, c'est marrant que tu me dises ça, parce que il s'est passé du temps entre la fin de mon contrat, enfin, c'est même pas la fin de mon contrat, quand j'ai arrêté à Marseille, et la Bulgarie, il s'est passé 7 mois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me restait 1 an de contrat à Marseille. Et comme je t'ai dit, moi, le foot, je suis resté dans le foot plaisir quand j'étais jeune avec mes amis. Et le monde professionnel, c'est différent. Parce qu'on t'a mis à l'écart. Ouais, et puis le monde professionnel, c'est différent. Et à ce moment-là, je me sens pas à ma place, je me sens pas forcément bien. Donc, je décide d'arrêter. Donc, je vais voir les personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. Donc, je vais dans le bureau d'Anigo et je lui dis, écoute, José, je vais arrêter, je vais partir. Quoi. Je prends ma retraite. Pas ma retraite, mais je vais partir. Donc, lui, il me regarde stupéfait parce que c'était coach Deschamps à l'époque.
Il me dit, mais non, mais reste et tout. Il peut changer d'avis, coach des champs et tout. Mais je dis, non, mais ça n'a rien à voir. Je vais arrêter. Et lui, il me dit, mais... Donc, il fait ses calculs. Il me dit, je dois tant à Caen. Il fait ses calculs en pensant que je vais lui demander de l'argent. Je dis, non, mais je veux rien. Je m'en vais. Et du coup, je suis parti. Ouais. Ouais, je suis parti parce que, comme je t'ai dit... T'es à Marseille, puis t'es parti de Marseille comme ça. Ouais, c'est comme ça que je suis parti de Marseille. Donc, j'ai pas demandé d'indemnité, j'ai rien demandé. Toujours fan du club, je souhaite le meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'étais pas le monde professionnel. En fait, si tu veux, je prenais du plaisir à jouer dans le stade, devant les gens. Moi, c'est que le jeu, le foot. Mais le football, c'est pas que ça. Il faut savoir s'adapter au reste. Et à ce moment-là, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'autre chose. T'avais envie de quoi? J'avais envie de liberté, faire ce que j'avais envie de faire, être avec ma famille, mes proches, voyager. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. T'as pas eu peur des répercussions que ça pourrait avoir sur la suite de ta carrière? Déjà, je pensais pas à la suite. Et avec le temps, il y avait certains agents qui m'appelaient en me parlant de clubs à droite, à gauche, des essais en Angleterre, en Italie. Je refusais tout. C'était pas, attention, c'était pas non plus, j'étais pas en dépression, j'étais bien, je refusais tout et jusqu'à mi-janvier. Et en fait, ce qui était paradoxal, c'est que je faisais des fives. Tous les jours, je faisais du sport. Tous les jours, je jouais au foot, mais différemment. Et là, mon agent, avec qui je suis ami maintenant à l'époque, m'a dit là, écoute, Elliot, on est mi-janvier, ça fait 7 mois. C'est soit tu reprends là, soit... Et en fait, à ce moment-là, après 7 mois, j'avais fait le plein d'énergie de ma famille, de mes amis, de la vie, des voyages. J'avais pris... c'est bon, j'avais pris du recul par rapport à tout ça et je dis, allez, on y va. Et en fait, CSKA Sofia, ça aurait pu être n'importe où. Hein. Ouais. C'était juste parce que c'était le CSK. Je dis, allez, on y va. Ta mère, elle en pense quoi de tout ça? J'aurais tendance à penser qu'elle supporte la décision, mais là, à un moment donné, les choses sont plus sérieuses. Je veux dire, quand tu arrives et tu dis à ta famille et tes amis, pour moi, le foot pro, c'est terminé, ils te regardent avec quels yeux? Ma mère, non, faut pas parler de ma mère, parce que ma mère, elle va dire, si t'es mieux comme ça, t'as raison. Elle t'encourage, tranquille, tu fais ce que tu as envie. C'est pas ce que t'as envie, ce qui te fait te sentir bien. Ce qui fait que tu sois heureux, ce qui fait que tu sois en accord avec toi-même. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est ça. Donc non, elle va pas contre ma décision. C'est courageux de prendre une décision de la sorte. Je sais pas si c'est courageux, c'est juste en accord avec comment je suis, mais après, bon, c'est clair que j'aurais pu aussi rester, essayer de trouver les solutions à l'intérieur en restant dans le monde professionnel, mais c'était compliqué à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'avait déplu dans le monde professionnel? Est-ce que c'était peut-être les jeux de coulisses? Est-ce que c'était la pression externe des médias? Est-ce que c'était peut-être que tu n'arrivais pas à trouver le temps de jeu que tu avais besoin? Qu'est-ce qui t'a, entre parenthèses, un peu dégoûté du monde pro et que tu as voulu le quitter? J'ai eu du mal entre la transition jeune, où on jouait entre amis pour s'amuser, qu'on prenait du plaisir, on était content de se retrouver, et le monde pro, où tu peux être sur le terrain avec des joueurs avec qui tu parles pas. Des joueurs qui vont te souhaiter peut-être de louper un but alors que vous êtes dans la même équipe parce que son ami est sur le banc et qu'il lui veut jouer. Déjà ça. Après, l'aspect financier. Bon, après, c'est le système qui est comme ça. C'est pareil pour tous les joueurs. Hein. Un joueur qui va jouer parce que son agent est proche de... Tout ça, tous les rouages du foot dont on parle pas trop, mais
Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais beaucoup de mal. Et au point de faire une pause, on va dire. Wow. Tu jouais dans le sud. Il faisait sensiblement bon à Marseille. Il fait chaud. Ouais. Et là, on regarde les images. Et là, tu t'en vas en Bulgarie. Ouais. Et là, si on regarde sur le côté du terrain, il y a de la neige. Et littéralement, comme tu l'as fait à ton arrivée à Marseille, à ton premier match à Sofia, et on le voit un peu la neige derrière le terrain, premier match à Sofia, tu reçois le ballon dans la zone de réparation, tu te retournes, frappes dans la lucarne, Ouais. un but exceptionnel encore une fois. Oui. T'en as pas nécessairement marqué des tonnes des buts dans ta carrière, mais on dirait que chaque but marqué, c'est un peu un chef-d'œuvre quasiment en soi. Il y a des frappes un petit peu d'anthologie, il y a des reprises de volée, il y a des petits ponts. Et celui-là fait partie des beaux buts également que tu as marqués. Ouais, il est pas mal. Bah ouais, c'est mon premier match au CSK. Premier match, je pense que tu fais une passe décisive ce match-là également. Vous gagnez 4-1. Ouais, c'est ça, exactement. Le premier match, j'arrive. De toute façon, il parle bulgare. Je comprends rien. Ça fait... Je comprends rien. Il y a quelqu'un... Est-ce que tu parles anglais un peu? À l'époque, non. Maintenant, oui. Mais à l'époque... Donc tu peux rien comprendre de personne? Anglais, mais vraiment... les Anglais comme les Français qui parlent pas anglais, quoi. Okay. J'arrive, je comprends rien. Ça fait 7 mois que j'ai pas joué. Allez, j'y vais, je joue. Et là, je suis un peu comme un enfant qui est content de retrouver le terrain. Je joue. Le coach, il parle, je comprends rien. Je joue, c'est tout. Je joue au foot. Et là, ça va très vite parce que passe des buts, tout se passe bien. Et très vite, il y a des intérêts d'autres clubs. Wow. Ouais. Ta carrière est spéciale. C'est comme... Ouais. Mais je te dis, j'en parle souvent avec des proches. En fait, je suis arrivé ça m'est tombé dessus. Je suis dans un monde qui me correspond pas. T'es dans un monde qui te correspond pas. Intéressant. Est-ce que toi, quand t'étais jeune, et j'aurais peut-être pu te poser la question plus tôt, tu rêvais d'être professionnel? Ouais, footballeur. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Mais c'est comme si... T'as été désillusionné un peu. Voilà, c'est exactement. J'ai réalisé mon rêve et quand j'y suis arrivé, je me suis dit, mais en fait, un peu déçu de... Pas préparé aussi, peut-être, parce que ça arrivait vite. Donc voilà, aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que les jeunes, ils sont très tôt... ça se rapproche du monde professionnel très jeune, mais c'est peut-être mieux, du coup. Parce qu'au moins, ils savent à quoi s'attendre. Ça te serait arrivé quand tu étais jeune, peut-être que tu n'aurais jamais voulu devenir footballeur. Ah oui, sûrement. Mais bon, après, je sais pas, parce que j'aime le jeu, jouer au foot, toucher le ballon. Ouais. Donc, je sais pas. Et ton acclimatation, globalement, au CSKA Sofia, au départ, elle est complexe. Ouais. En plus, je veux dire, tu n'as jamais connu de la neige on a eu quelques fois en Normandie, quelquefois. Ouais, quelquefois. Mais c'est pas la même chose qu'en Bulgarie. Non, rien à voir. Et puis, c'est assez spécial, hein, parce que le club, à l'époque, il est tenu par la mafia. C'est dit haut et fort. Ils n'ont pas besoin de le dire, ça se voit. Hein, quand le président il arrive, ça se voit. Il est avec ses gardes du corps armés. C'est comme dans Les Sopranos. Il y a Ah, OK. Est-ce que tu te fais payer là-bas ou comment tu te fais payer? Ouais. Mais des fois, il arrive et il me sort une liasse de billets comme ça. Il me dit, si on gagne, je te laisse rentrer à Paris 3 jours. Ouais, c'est vraiment... Là, j'arrive dans un autre... c'est un autre monde. Et Est-ce que tu l'as déjà gagné, cette liasse pour rentrer à Paris? Oui. Et quand on jouait le derby contre le Levski, c'est assez chaud quand même, hein, les supporters bulgares, c'est chaud là-bas. Donc des fois, on joue au stade national parce que si on joue dans notre stade, Levski ils vont tout casser. Et si on joue dans leur stade, nos supporters ils vont tout casser. Donc on joue dans le stade national. Et quand tu dis tout casser, on est au sens propre et ils arrachent les sièges, les fumigènes, ils brûlent tout. Enfin, ils cassent le stade. Ouais. Donc on joue dans le stade national. Ils ferment les tribunes entre les supporters, les 4 de l'angle, et il y a l'armée. Donc on arrive au stade national et tout. Et le président, il arrive dans le vestiaire. Donc lui, il arrive toujours, hein, t-shirt de Marlon Brando, là, du parrain, avec ses gardes du corps armés. Il y a le petit gros en costard, là, comme dans Les Sopranos, poli, qui crie, il parle fort. Il y a le petit jeune qui se croit tout permis, comme dans pareil. Ah. Et ils arrivent.
Il jette le sac de sport. Il y a plein de billets qui tombent au milieu du vestiaire. Avant un match? Ouais. Il dit, si vous gagnez, c'est pour vous. Avant le derby. Oh. Ouais. Ça, c'était mon dernier match avant de partir. Vous l'avez gagné? Match nul. Donc, est-ce que vous avez touché un peu d'argent ou zéro? Je sais pas. Non, on n'a pas touché. Mais je suis parti en Angleterre après. OK. Ouais. Donc là, je veux dire, tu as connu le foot pro en France excessivement carré, qui t'a un peu déplu, désillusionné, comme on le dit. Là, tu as touché un foot qui est pas carré du tout. C'est différent. Qui s'approche un peu du domaine criminel. Ouais. Mais attention, ces clubs-là, ils font l'Europa League et tout. C'est pas... Absolument. Ouais, c'est différent, ça. C'est différent. Tu as aimé cette expérience? C'était une bonne expérience de vie. Mais après, c'était rapide. Les salaires sont bons? Les salaires sont bons, ouais, ça va. Les salaires, ils sont bons. Bah, c'est la mafia, donc ça dépend. Hein. Je pense qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Et du coup, non, c'était une bonne expérience de vie. Ça m'a permis de découvrir une autre culture. Les pays de l'Est, en 2000, dans les années 2000, là, début 2000, voilà, c'était... C'est chaud. Ça va, je suis dans la capitale, à Sofia, mais quand même, il y a les tramways avec tous les fils électriques. Tu es dans les pays de l'Est. Et voilà, tu fais pas le malin quand même avec eux, tu vois. C'était une bonne expérience. Et après, moi, je serais pas resté longtemps. C'était pour reprendre un peu. Et comme jouer au foot sans penser à autre chose, ça s'est ressenti sur le terrain. Et donc, j'ai eu des offres du Lokomotiv Moscou, d'Angleterre. Et quand j'ai eu l'Angleterre, j'ai dit, allez, j'y vais. Parce que j'avais pas mal d'amis français, francophones qui jouent en Angleterre. Qui? J'avais Nzonzi, avec qui je suis proche, Enzobia, puis plein de francophones que j'ai connus par la suite sur place. Mais ils m'ont tous dit, quand on se retrouvait en vacances l'été, viens en Angleterre. Donc, j'ai signé après. Donc, les sirènes de Blackpool sont proches de tes oreilles. On veut t'avoir. Quel est le discours? Quel est le plan? Quel est le projet qui est mis devant toi? Et pourquoi Blackpool plus qu'un autre club comme Moscou, qui n'est pas un mauvais club non plus, le Lokomotiv Moscou? Est-ce que c'est que le pays ou c'est le projet aussi? C'est le pays, la Première Ligue, le fait de pouvoir jouer en Première Ligue. Parce que Blackpool revient tout juste en Première Ligue ici. Ouais. Il est en Championship et il vient de monter. Voilà, c'est le plaisir de pouvoir jouer en Première Ligue. J'ai réalisé mon rêve d'enfant en jouant au Vélodrome à Marseille. J'ai réalisé. Là, j'ai l'opportunité d'aller jouer en Angleterre, en Première Ligue, dans le meilleur championnat du monde, contre les meilleurs joueurs du monde. Je pense que c'est une expérience qui ne se refuse pas. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir connu l'Angleterre. Et vous commencez de manière impressionnante. Donc, on va regarder ensemble le premier match, littéralement, de Blackpool contre Wigan. Premier match de la saison. Et là, vous êtes un club promu. Hein, c'est important de le rappeler aux gens qui nous écoutent. Donc, essentiellement, un club promu, spécifiquement en Angleterre. On ne lui donne pas tellement de chance de survie parce que c'est très difficile à rester. Les clubs ont beaucoup de moyens. Et là, le premier match, si on regarde un peu les faits saillants, vous êtes contre Wigan, comme je le mentionne, et vous gagnez 4-0. Ouais. Parle-nous un peu de ce match-là pendant qu'on est en train de regarder devant la télévision les différents buts que vous marquez pendant ce match. Est-ce qu'il y avait une conviction à l'intérieur de ce vestiaire comme quoi qu'il y avait une réelle opportunité de se maintenir ou on n'avait peut-être pas fait le recrutement nécessaire, on n'avait peut-être pas les moyens financiers des autres clubs pour se maintenir? Quelle était un petit peu la sensation, le sentiment à l'intérieur du vestiaire de Blackpool? Alors, je vais pas te mentir, moi, quand j'arrive en Angleterre, ce match-là, il est 4 jours après mon arrivée. J'ai été bloqué par le président du CSK. Il voulait pas te laisser partir. Si, il m'a dit, en fait, tu dois faire tous les matchs de barrage de l'Europa League. Et une fois qu'on est qualifié en Europa League, je te laisse partir. OK. Et du coup, j'arrive 4 jours. 4 jours et tout de suite, il y a Holloway. Donc, je vois tout de suite le personnage. Un peu fou, mais dans le bon sens. Ian Holloway qui est le coach. Qui est le coach, ouais. Et du coup,
tout de suite, séance d'entraînement, je vois la différence par rapport à tout ce que j'ai connu. Vitesse. Jeu, intensité, des tacles à l'entraînement, pire qu'en match. T'aimes ou t'aimes pas? J'aime bien, parce que ça... Enfin, je suis surpris, mais j'aime bien. Donc voilà, ça rentre dedans, ça crie, c'est tout de suite. À l'entraînement, il n'y a pas de temps d'attente, pas de cinéma, c'est tout de suite intense. Et du coup, ça se passe relativement bien. Et le coach, de toute façon, il m'avait recruté, donc il me met titulaire direct. 4 jours, je connaissais pas trop les joueurs et tout. Donc, tu as 4 jours pour te préparer, un premier match de Première Ligue. Voilà. Mais tu avais une semi-prépa parce que, je veux dire, en Bulgarie, est-ce que les saisons sont inversées un petit peu? Non, c'est pas inversé. Donc, j'avais fait la prépa en Bulgarie. On était parti en stage en Allemagne, les matchs d'Europa League et tout. Donc, j'arrivais prêt, quoi. T'étais prêt. Mais je connaissais pas les joueurs. Non. Mais la particularité, c'est qu'en 4 jours, le coach, il me met en 10. Alors qu'en France, je jouais sur le côté. J'avais jamais joué au milieu de terrain. Et il m'a plus jamais... Donc c'était 8-10 après. Et plus jamais après en Angleterre, tout le monde me connaissait comme un milieu et c'est resté. Et je me sentais bien aussi à ce poste-là. Wow. Ouais. Donc, premier match 4-0 que vous gagnez. Ouais. Je dirais, après, dans le vestiaire, vous devez être festif, peut-être même que vous bombez le torse, hein? Peut-être peut-on se maintenir ici? C'est quoi un peu la sensation? Comment que les gens se sentent? Bah déjà, en Angleterre, la mentalité, elle est différente. Déjà, même avant le match, il y a la musique à fond dans le vestiaire, tout le monde rigole. C'est très détente comparé à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai connu des vestiaires où très calme. Si tu écoutes de la musique, c'est que tu n'es pas concentré. Là-bas, ils sont différents. Ils jugent vraiment la prestation du week-end. Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu es bon sur le terrain. De toute façon, tu es obligé d'être bon parce qu'en Angleterre, dans chaque effectif, il n'y a que des internationaux. Ouais. Donc, si tu te loupes, il y en a un autre qui joue et voilà. Donc, tu es dans l'autogestion et non, détendu dans le vestiaire, pas de pression particulière. Le coach Yanolo, il est très expressif, donc il danse, il crie, les joueurs, musique à fond, puis on sort pour le match, quoi. Et il n'y a pas eu besoin d'y croire. En fait, je pense que le coach, il emmène ça. Ils étaient montés 2 fois de suite déjà. Et malgré que ce soit un promu, il y avait des bons petits joueurs quand même, dont Charlie Adam qui a signé à Liverpool après. Et ce qui est paradoxal, ce qui est marrant, c'est qu'à la mi-saison, on est 8e. Ouais. Et il y a beaucoup de francophones en Angleterre. Beaucoup. Nous, on était à côté de Manchester, Liverpool, il y a énormément de clubs. Donc, on se retrouve le week-end, tous les francophones. Et ça commence à parler sérieusement qu'on n'est pas... C'est pas facile d'aller jouer à Blackpool, ça joue au ballon. On n'était pas une équipe qui balançait. On jouait et ils commençaient à nous prendre au sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est déroulé? Parce que finalement, vous êtes relégués. Ouais, alors, j'en ai parlé un petit peu dans une interview que j'ai faite sur le profil de Yann Holloway. En fait, il a ramené énormément de joueurs à la trêve hivernale. Enfin, il n'y avait pas de trêve, mais au mercato hivernal, il a ramené beaucoup de joueurs, dont des anciens, des internationaux écossais. Et en fait, il voulait faire jouer tout le monde. Il voulait faire un roulement et ça a cassé un peu cette dynamique. Et du coup, on est resté au-dessus de la zone jusqu'à la 37e journée. Il n'y a que la 38e. Et je pense que s'il avait gardé l'équipe, enfin, c'est pas moi le coach, mais s'il avait gardé la dynamique du début de saison, pas trop de changements, pas vouloir faire jouer tout le monde. Mais il est comme ça, c'est un bon mec. Donc, il veut que tout le monde se sente il veut que tout le monde soit concerné. Intégré. Je me rappelle d'un match à Aston Villa. On a joué le samedi, je ne sais plus contre qui, et le mardi, on rejoue à Aston Villa. Et il a changé les 11. Il y a même eu une enquête en Angleterre, comme quoi il avait donné le match. Mais non, en fait, il voulait juste que tout le monde participe. Mais tu es un promu en première ligue, tu ne peux pas te permettre de mettre tes 11 remplaçants, entre guillemets. Non, ça ne marche pas. Mais du coup, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait qu'à la fin, juste à la dernière journée... Et tu te plaisais à Blackpool? Ouais, franchement, ouais. Ouais, je me plaisais parce que c'est différent. C'est
Et puis le coach, il m'a bien analysé, il me laissait tranquille, on avait une bonne relation. Et ce qui l'intéressait, c'était le terrain, le football. Il s'en foutait que je sois calme, détaché. Tant que ça allait sur le terrain, qu'il était satisfait, ça roulait. Tant que tu es présent le samedi et le dimanche. Voilà. Bon, on peut pas passer à côté de la Première Ligue sans te poser des questions. Anfield, Etihad, Old Trafford, Stamford Bridge, Villa Park. C'est lequel le stade le plus mythique, le plus intimidant à aller jouer? Moi, il y a 3 stades qui me sont restés. C'est Anfield pour l'atmosphère. Et en plus, on les tape chez eux 2-1 avec la grosse équipe de Liverpool. 2010, c'est... Ouais, il y a Gerrard, Torres. Torres, c'est une de ses dernières saisons. Ouais. Non, Anfield pour l'atmosphère. Vraiment une belle atmosphère. Newcastle, St. James Park. St. James Park. J'ai adoré le stade. Il semble intimidant, ce stade. Ouais. Beaucoup de bruit. Moi, j'allais tirer les corners devant la grosse tribune. Et puis, ils avaient une grosse équipe. D'ailleurs, il y avait Athème, avec qui j'étais à Marseille un an avant. Lui, ils avaient une belle équipe, Newcastle. C'était des beaux matchs intenses, de la première à la 90e. Et l'Emirates pour la pelouse. Arsenal. Emirates, la pelouse était meilleure que les autres. Ouais, la pelouse, c'était un billard. Vraiment, c'était l'expression billard, là, c'était abusé. Le jardinier... Franchement, chapeau. Je sais pas c'est qui le jardinier de l'époque, mais c'était impressionnant. On aurait cru un synthétique, mais c'était de l'herbe. Exceptionnel, la pelouse. Oh. Ah ouais, non, quand je marchais dessus avant le match, c'est abusé. Grosse équipe d'Arsenal aussi. Hein. Fabregas, Samir. Ouais. Tout le monde, ils avaient tout le monde. Une belle ambiance. Abu Dhabi, ils avaient du beau monde. Et à la fin de la saison, l'équipe va en Championship. Ouais. Et toi, ça t'intéresse pas de les suivre? Si. Je reste, moi, à la fin de la saison. Tu restes, mais jusqu'à temps qu'il y ait un prêt, je crois. Ouais, je reste les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Et après, je dois rentrer en France. Alors, c'est compliqué de rentrer parce que coach Holloway ne veut pas me laisser partir. Et pourquoi toi, tu veux rentrer? Personnel. Pour ma situation personnelle. C'est personnel, c'est sur le plan personnel. Il faut que je me rapproche de la France. Et compliqué de partir parce que Holloway... Et en plus, je ne vais pas aller au clash avec lui pour partir parce qu'on a une super relation. Donc, je lui explique ma situation. Il me laisse partir, mais à contre-cœur. À contre-cœur, et j'arrive à Nice. Bon. Et pourquoi Nice? Qu'est-ce qui s'est déroulé? C'est eux qui ont mis un peu de pression pour t'avoir? C'est toi qui as mis clair tes intentions de vouloir revenir en France? Non, c'était un prêt payant. En fait, c'était un prêt payant. Il fallait payer le prêt pour que Holloway me libère. Et moi, je lui avais dit qu'il fallait que je rentre en France pour des questions personnelles. Et du coup, ça s'est fait. Nice a manifesté un intérêt. Et du coup, après, je suis parti. Il y avait une option d'achat. Ouais. Et finalement, tu as joué 13 matchs. Ouais. Au final, est-ce que cette expérience, tu la considères comme une expérience intéressante? Est-ce que ça l'aurait peut-être pu continuer si des choses différentes avaient été faites? Pourquoi c'est resté aussi peu de temps? En fait, quand j'arrive à Nice, je crois le club est dernier, relégable. Et ils font un recrutement pour essayer de sauver le club. Chose qu'on a fait à la dernière journée. Bon. Donc, tu te reprends de ton année auparavant. Ouais, mais j'arrive à Nice dans un contexte difficile, hein, parce que c'est pas évident pour les supporters quand votre club il est dernier. Donc, c'est des matchs différents de ceux que j'ai connus à Blackpool. Et c'est toujours une bonne expérience de revenir en Ligue 1. Ça fait plaisir. Je vois des visages familiers, je vois des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, des stades. Donc, ça me fait du bien. Mais j'ai du mal avec la mentalité. J'ai du mal. Pourquoi? J'ai du mal. Parce que c'est différent. Et du coup, très vite,
Très vite, au bout de quelques mois, je sais que je vais retourner en Angleterre. Ça t'a manqué? C'est pas ça me manque, mais je me vois pas rester 3-4 ans. Qu'est-ce qui te tanne avec la France? Ah, rien, j'adore la France. Hein, j'y vis en France. Mes enfants sont nés en France, il n'y a aucun problème. Mais dans le monde du foot, j'ai du mal. Qu'est-ce qui... Parce que là, on s'entend, t'as arrêté le foot, entre parenthèses, après Marseille. Là, définitivement, en t'écoutant parler, l'expérience à Nice, elle est mitigée, on pourrait le dire ainsi. D'ailleurs, ton premier match est contre Marseille, j'ai été capable de voir ça. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? Ouais, je reviens au Vélodrome. C'est pour ça que je disais que ça m'avait fait plaisir de revoir du monde. Ouais. J'étais rentré dans le vestiaire, j'avais vu les kinés, les gens que j'avais vus auparavant. C'était cool. C'était cool, non? C'est toujours bien de revenir dans les stades et tout. Non, c'est top. Pour moi, c'est pas une mauvaise expérience. Hein. Il y a pire, t'es à Nice. C'est sur bien la Côte Nice. d'Azur, ils ont un public aussi qui est très, très chaud. C'était l'ancien stade ou le nouveau? Ouais, l'ancien stade du Ré. Qui est Ouais, voilà. Donc très chaud. C'était bien. Mais voilà, après, je suis retourné en Angleterre. Donc, il fallait que tu partes. Fallait que je revienne pour des raisons personnelles, mais en soi, j'étais bien en Angleterre. Quoi. Et là, lui, Yann, il change de club. Alors, quand je reviens en Angleterre, il est toujours là. Il est toujours là, mais il m'en veut. Il m'en veut parce que Blackpool, ils ont perdu en finale des playoffs pour monter en Première Ligue. Et lui, dans sa tête, c'est toujours resté, si j'avais eu Eli, parce qu'il m'appelle Eli, Elliot, s'il m'avait eu, peut-être que... Donc, et puis, il m'a laissé partir à contre-cœur. Ouais. Il savait que c'était la bonne décision, mais il m'en voulait quand même. Mais il me le disait pas, mais je le savais. Et du coup, quand je reviens à Blackpool, ça se sent, quoi, ça se sent. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, je reviens à Blackpool, ça se passe relativement bien. Et puis lui, après, au milieu de l'année, il part à Crystal Palace. Et ça n'a pas tardé qu'il m'appelle. Ah ouais. Inséparable. Ouais, j'ai manqué. Non, après, voilà, il m'appelle et je dis, bah ouais, forcément. Bah oui, je vais venir. C'est en janvier? Il part, lui, en janvier. Lui, part en janvier. Il m'appelle pour janvier. En janvier, il m'appelle pour janvier, mais c'est compliqué, il vient d'arriver. Ça peut pas se faire, il part sur la fin en plus. Moi, je suis bien à Blackpool. Donc voilà, ça se fait pas à ce moment-là, mais c'est une question de temps. Et puis en juin, je le rejoins. À Crystal Palace. Et là, tu retournes en Première Ligue, parce que Crystal Palace, c'est en Première Ligue. Là, je retourne à Crystal Palace en Première Ligue, ouais. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve, sauf qu'on est dans une autre ville, dans un autre club. Mais Londres, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mal non plus. Hein. Bah, c'est une belle ville, j'aime bien. C'est sympa, Londres. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Bon, et je crois ici, corrige-moi si je me trompe, mais t'as pas eu beaucoup de temps de jeu. Là. Non, du tout. Alors, quand je suis revenu à Blackpool, il m'en voulait. Mais il n'a pas pu... Vous avez eu une discussion franche? Non, on n'a pas parlé de ça, mais je le savais. Donc, quand j'arrive à Crystal Palace, tout se passe bien. Je fais la préparation physique. Je marque des buts, je joue, je m'implante bien dans l'équipe pendant la préparation physique. Donc, pour l'équipe, c'est clair, quoi. Et quand il m'a ramené, je vais jouer. Et le premier match, il ne me met même pas dans le groupe. Moi, je dis rien, un match, deux matchs. Je dis coach, il me fait comprendre qu'il est dans un nouveau club. Et puis, ils étaient en championship avant, donc ils sont montés avec certains joueurs. Voilà, il est reconnaissant, il faut qu'il... En gros, il me dit, attends un petit peu. J'attends. Et puis, 4-5 matchs, j'attends. Je dis, coach, c'est bon et tout. Et au moment où il me dit, c'est bon, ok, il se fait virer. Pas longtemps après la reprise. Ouais. Ouais. Et là, c'est, je crois, Tony Pulis qui arrive. Un coach, rien à voir.
Et voilà. Et toi et lui, Tony, ça le fait pas? Non, c'est pas que ça le fait pas, c'est que après lui, il arrive avec ses idées. Ouais. C'est l'ancien entraîneur de Stoke, là, les longues touches dans la surface, tout ça. Après, ça a marché pour lui, tant mieux. Ouais. Et non, après, non, rien de... Sur le plan humain, tranquille, hein, avec respect et tout, mais du coup, sur le plan du football, non. Donc, je retourne à Blackpool. Ouais. Et à Blackpool, à ton retour, il y a un beau but que tu marques, là. Donc, en 2014, contre Yeovil Town, une frappe en dehors de la surface, t'es à 30 mètres. Une frappe juste sous la barre. Ouais. C'est un autre grand but d'anthologie, ça. Ouais, il y en a eu quelques-uns, mais ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, j'ai dû mettre des buts de raccro aussi, hein. Je sais pas, mais... Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. Bah ouais, c'était... À Blackpool, j'étais comme à la maison. Les supporters, la ville. J'étais vraiment là-bas. J'étais comme à la maison là-bas. Mais t'es pas resté longtemps après quand t'es retourné à Blackpool. Bah, j'avais signé juste pour la fin de saison. Ouais, j'avais signé pour la fin de saison. Et du coup, bah... Il n'y a plus le coach. Les choses changent. C'est différent. Après, à ce moment-là, Blackpool, ça change de coach tous les 3 mois. C'est un peu... Ils ont du mal à retrouver leur stabilité. C'est peut-être 3 ans après. Et je me dis, bon, je sais pas. On va peut-être voir ailleurs. Je commençais à prendre de l'âge. T'as quoi, Thomas? T'es pas tellement vieux, t'as 27 ans. Ouais. 27, 28 ans encore à ce moment-là. Parce que c'est ça la différence un peu de ton côté, c'est que ton éclosion a été très, très jeune. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, à 27, 28 ans, tu dis, prendre l'âge habituellement, à 27, 28 ans, c'est l'apogée d'un joueur de foot. Ouais, moi, j'ai fait mon premier match à 16 ans quand je rentre. Ouais, ça faisait déjà 11 ans. Et mais, non, c'est vrai que 27 ans, on est jeune, on est dans la force de l'âge et tout, mais voilà, vu le profil que j'avais, je me connaissais. S'il y avait des opportunités de voir ailleurs, pourquoi pas. Après, j'ai été où le football m'emmenait. C'était des expériences de vie. J'ai aimé découvrir aussi d'autres pays, d'autres cultures. Voilà, j'avais fait 5 ans en Angleterre. C'était bien. Mis à part si j'avais un gros club qui m'appelait, mais c'était pas le cas. Donc, après, je suis parti plus dans des destinations exotiques. Et il y en a beaucoup des gens qui m'ont parlé un petit peu de cette dynamique. Tu vois, Tijani Belaid, qui est venu sur le podcast, à un certain point, je pense que quand il a passé 30 ans, 29-30 ans, il me le dit, moi, à ce moment précis, la seule chose que je voulais, c'était vivre des expériences. Faire des voyages, jouer au foot le matin, 2 heures dans ma journée. Après le reste de la journée, je pouvais visiter, voyager un peu. Je pense qu'il a fait 10 clubs comme ça en 10 ans, littéralement. Ouais. Est-ce que c'était ce mindset que tu avais un peu de ton côté après ces années en Angleterre? Parce que, rappelons-nous, tu avais arrêté le foot de haut niveau parce que peut-être que tu avais perdu un peu le plaisir. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que cette dynamique de voyage exotique, parce que si on les nomme, tu as joué en Roumanie, tu as joué en Arabie Saoudite, tu as joué à Chypre. Est-ce que c'était ça un peu? Trouver des expériences de vie? Ouais, c'est ça. Mais aussi, on va pas se mentir, c'est aussi les opportunités. Parce que si je suis allé dans ces pays-là, c'est parce qu'il y avait des clubs de ces pays-là qui m'appelaient. J'ai pas choisi, moi, d'aller en Arabie Saoudite. C'est parce que j'avais une proposition de là-bas et je me suis dit, allez. Est-ce que c'est... Bon, ça doit pas être les propositions qu'on connaît aujourd'hui, mais ça doit être financièrement intéressant. Ouais, l'Arabie Saoudite, c'est toujours intéressant, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, aujourd'hui, ouais, j'y serais allé. Ouais. J'y serais allé. Ouais, c'est pas pareil, mais c'était intéressant comparé à entre guillemets, la vie réelle. Parce que le foot, on est sur le plan financier, il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Mais ouais, non, c'était expérience de vie, tu découvres autre chose. Je pense qu'il a bien résumé. Tu t'entraînes le matin et puis après, tu as ta journée. Tu visites, tu découvres. Tu es dans autre chose, là. Tu es plus dans...
entre guillemets, t'es plus dans le sport de haut niveau, même si ça reste professionnel. Le niveau est différent. Le niveau est différent, mais il faut faire attention parce que malgré tout, ces clubs-là, ils ont des exigences. Parce que toi, tu y vas pour découvrir autre chose, mais eux, ils te recrutent parce que tu as joué dans des grands clubs et ils pensent que tu vas faire gagner tous les matchs. Donc, il faut quand même... Le fait d'avoir joué en première ligue devient ton passeport, littéralement, pour ces clubs-là. N'importe quel club va te prendre dans ces pays-là à ce moment précis parce que tu as été un joueur européen de haut niveau. Ouais, mais eux, ils s'attendent à ce que tu prennes le ballon, tu dribbles tout le monde et que tu marques à chaque match. Donc, je pense qu'il y a des joueurs qui se font avoir. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de Turquie, de Grèce, qui ont des mauvaises expériences, parce qu'ils se disent, bon, je vais là-bas, financièrement, ça va, je vais être en mode tranquille. Mais en fait, tu peux pas être en mode tranquille. Eux t'attendent. Ouais, eux t'attendent. Et puis, dans ces pays-là, c'est différent. Donc, c'est pour ça, il y a certains pays où, si tu fais pas l'affaire, ils te payent pas. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Moi, ça va, j'ai pas... Toi, t'avais connu la Bulgarie, donc... La Bulgarie, franchement, à l'époque, le président, c'est dur de faire pire. Ouais. Donc, t'étais prêt à ça. T'avais déjà vécu quelque chose qui était en dehors du cadre très européen que la France et l'Angleterre offrent. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben non, mais Arabie Saoudite, je suis à Dammam, il y a Bahreïn à côté, je découvre... des villes, des pays. À Chypre, c'est joli. L'île, elle est magnifique. Voilà. À Bucarest, c'est une ville que je connaissais pas. J'avais beaucoup d'a priori, mais en fait, c'est très développé. Ils ont rien à envier à certaines capitales européennes et c'est bien. Je découvre d'autres choses. Et aussi, pas que la vie, le football. Le football, il est différent. Il y a des trucs qui me font rire. Comme quoi? Il y a des joueurs, il y a des joueurs, ils sont dans ce monde-là, mais ils n'ont rien à voir. Tu vois d'autres choses, tu découvres d'autres choses. Quand tu dis qu'ils n'ont rien à voir, c'est qu'ils n'ont pas du tout le niveau? Ouais, t'as des joueurs qui n'ont pas le niveau. T'as des joueurs, tu sais pas d'où ils viennent de loin. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est différent. C'est différent. Mais après, mentalement, faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Je pense que c'est plus dur pour un joueur qui a envie de rester au haut niveau, qui veut continuer à jouer au haut niveau, mais qui va là-bas parce qu'il n'a pas le choix. Et c'est dur, en espérant rebondir. Moi, quand je suis allé là-bas, je n'espérais plus revenir. Je savais que j'allais continuer dans ces pays-là jusqu'à temps le maximum, quoi. Mais je pense que j'en ai croisé certains joueurs un peu plus jeunes qui venaient... avec espoir de se relancer. Ouais, pour se relancer, c'est dur. Là, je pense que là, c'est dur. Parce que la réalité, elle est que quand tu es dans ces pays-là, le football il va très vite. Hein. Quand tu es dans ces pays-là, il faut vraiment que tu performes. Sinon, tu es oublié. Sinon, tu es oublié. C'est très dur de revenir. Et encore, même si tu performes très fort, je pense que tu vas être appelé par des gros clubs russes ou Qatar. Mais revenir, d'être dans un club comme ça, par exemple à Chypre, et faire des grosses saisons et signer en première ligue. Non. Très dur. Très dur. Mais bon, moi, ça va, j'étais pas dans cette optique-là. J'avais connu ça, je sais ce que c'est. Et t'es détaché? Toujours. Aujourd'hui, je joue au paddle et je fais des fives quand j'ai envie de jouer au foot. Mais ouais, toujours. J'ai toujours été détaché, même très jeune. Ouais. Après, même mes entraîneurs jeunes, ils pourront vous le dire. Mais doué, malgré moi, et passionné par le jeu. Je regardais Zidane, Ronaldo, magnifique. Un petit jeune de quartier qui rêvait d'être footballeur. Je l'ai fait, j'ai vu ce que c'était. Dieu merci. Mais maintenant, voilà, c'est bien. Il y a des gens, ils construisent des avions, ils font d'autres choses. Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. C'est de la chance aussi. C'est intéressant ton parcours. C'est ça une histoire de foot un peu. Tu joues pour le plaisir, tu te retrouves à l'île de la Réunion. Ah ouais. Et là, il y a notre ami Yann Holloway
qui t'a fait venir à Blackpool, qui t'a fait revenir à Blackpool, qui t'a ramené à Crystal Palace. Et là, il dit, je viens de débarquer à Grimsby. On est en 2020 à peu près, dans les temps du COVID ou juste avant. Ouais. T'as envie de venir. Et là, toi, t'es plus du tout dans ce... Ah non, plus du tout. Plus du tout. Est-ce que t'es encore en bonne forme physique ou... Ouais, par contre, je suis en bonne forme physique parce que malgré tout, même quand je joue pas, je suis tous les jours au sport. Ouais. Je suis quelqu'un de sportif à la base. Donc ouais, je suis en bonne forme physique. Et puis, je décide d'aller à La Réunion. Et La Réunion, l'autre bout du monde. Je sais même plus comment ça s'est fait. Je reçois des appels, il y a des gens. Et je me retrouve à La Réunion avec Sina Mapongol. Ah. Ouais, on se retrouve dans un club, le club phare de là-bas. Une expérience magnifique. On part en stage de pré-saison aux Seychelles. On rigole sur la plage, on fait le bateau. On fait les matchs contre Madagascar. Encore différent, encore. Et là, vraiment, si t'arrives à l'entraînement en claquette, cool, quoi. Mais attention, ils veulent des résultats aussi, mais cool. Et puis, surpris parce qu'un bon petit vivier de joueurs. Et ça joue au ballon, c'est pas mal. Beaucoup d'engagement physique, parce que t'as beaucoup de gens de Madagascar, des Malgaches, des gens des Comores, de Mayotte. C'est très dur. Ça joue dur. Et au final, non, franchement, bonne expérience. On gagne le championnat, on gagne la coupe. Et on fait un bon petit parcours en Coupe de France. Donc, c'était sympa, ça. Donc, je pouvais pas rêver mieux avant d'arrêter. Vraiment que du plaisir. Et c'est ce qu'il me fallait juste avant d'arrêter. Mais j'ai reçu un coup de fil de Yann Holloway, mon coach. Il veut te faire jouer ou qu'est-ce qu'il veut, de Elliott? Il m'appelle, il me dit, Elie, déjà il m'appelle, je suis à l'autre bout du monde. Et il me dit, Elie, donc avec son accent anglais là du Nord, j'ai repris un club là en Ligue 2 et il faut que tu m'aides. Donc il joue le maintien en Ligue 2. Alors je dis, attends, c'est quoi le nom du club et tout? Il me dit Grimsby, donc je regarde sur Internet. Il me dit, non, t'inquiète pas, je te jure, Elliott, je vais te faire vivre dans un chalet, tu vas voir dans un golf, tu vas être bien, ta famille va être bien, parce qu'il sait que moi, je suis très famille aussi. T'inquiète pas, viens, fais-moi confiance là-dessus. Et en fait, ça tombe... Les saisons, par contre, là, elles sont inversées à La Réunion. Et ça tombe en janvier, quand on est à la trêve à La Réunion. Et je dis, allez, bah, vas-y. J'y vais. J'arrive à Grimsby. Alors, je passe de La Réunion, 40 degrés, claquette. J'arrive à Grimsby, il fait moins 15. Oh, à 2 heures de Manchester, là-bas, perdu. Il y a la mer aussi, mais pas la même. Non. Et coach, il est là. Et j'arrive avec lui, et c'est reparti, quoi. J'arrive au milieu de saison, là-bas. Et Ligue 2, c'est 3e division anglaise? Non, c'est la 4e Ligue 2. C'est la 4e. Ouais. Ligue 2, c'est la 4e. Et voilà, son objectif, c'est de sauver le club. Il a plein d'idées en tête, comme d'hab. Et au fur et à mesure, je me prépare, parce que bon, j'étais en trêve quand même si je suis en forme, il fallait que je fasse des entraînements. Et je passais de La Réunion au préparateur physique anglais, là, surtout en Ligue 2, encore en première ligue. En Ligue 2. Donc, je me remets bien. T'as envie? Ouais, j'ai envie parce que je sais, c'est sans pression en fait. Ouais. Je le fais sans pression. Bah ouais. Ouais, sans pression. Donc je me remets bien en forme et puis après, allez, c'est reparti. Il commence à me refaire jouer au milieu de terrain, là, en 8. Et on commence à gagner des matchs, on commence à remonter au classement. Et les supporters magnifiques. Merci coach de m'avoir ramené, merci. Tout se passe bien et Covid. Ouais. Covid qui arrête tout. Je rentre dans le sud de la France, là où je suis basé. Je me dis, ça y est, quoi. Ça y est. Et puis, président de La Réunion, après que le Covid soit un peu passé, me rappelle. Il dit, vous êtes sûr et tout? Je dis, ouais, allez, on y retourne. On retourne à La Réunion.
Et là, c'était vraiment la dernière. Là. Ouais. Voilà, c'était la dernière. Ah, coach Olo, il pouvait m'appeler, là, j'allais dire non. Ah ouais, hein? Ouais, là, C'est en quelle année, ça, là, quand tu retournes à La Réunion? 2021, parce que le Covid, c'est en 2020, ça stoppe la saison. Ouais. Et l'été, du coup, l'été, c'est le début de saison de La Réunion, c'est inversé. Donc, ouais, c'est donc je retourne là-bas. Et là, tu le savais dans ta tête que c'était terminé après. Ouais, après, là, je savais. Là, je savais que c'était terminé. Ouais. Déjà, La Réunion, voilà, les pré-saisons et tout, ça joue très dur et tout. Moi, j'étais plus en mode tranquille, je savais que c'était terminé. Mais c'était une bonne expérience, franchement. Un gros coucou à tous les Réunionnais, je les aime beaucoup. Ouais, franchement, j'aime bien leur mentalité, ils sont très gentils et très accueillants. Une carrière détachée, c'est donc intéressant. Ça, c'est de se dire, t'as pas l'air de t'être mis beaucoup de pression dans ta carrière. Est-ce que je me trompe? Non, pas trop, non. Est-ce que tu te mets de la pression dans la vie? Ah, bien sûr, parce que quand t'as des enfants et tout, faut quand même être là pour eux, faut quand même les guider, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est plus ça, c'est de la pression, mais la pression, elle est positive, hein. C'est pas non plus... Mais voilà, quoi, il faut être là pour eux. Moi, j'ai grandi avec ma mère, donc je suis là pour mes enfants. Et c'est bien. Aujourd'hui, c'est mon but, être présent pour mes enfants, qu'ils se sentent bien, qu'ils manquent de rien. Et voilà, c'est pour ça, ça me fait rire des fois, je croise des gens qui me parlent du foot. Ah ouais, mais si, mais... Ils savent pas, quoi. Mais bon, tranquille, moi, Aujourd'hui, je prends du plaisir aussi à coacher des petits, des jeunes. Je trouve toujours mon plaisir dans le football, mais pas dans la normalité, on va dire. Tu regardes le foot un peu? Ouais, je regarde. Pas tout, mais je regarde. Ouais, je regarde J'aime bien regarder, j'aime bien... Parce que quand tu regardes, forcément, t'es détaché. J'aime bien les beaux matchs, les classicos. De temps en temps, je vais au Vélodrome. J'aime bien l'ambiance, la Première Ligue. J'aime bien commenter. J'ai commenté des matchs sur certaines chaînes françaises. Ouais, tout ce qui gravite autour. Le football, c'est ma passion. J'aime le football. Donc, mais je l'aime à ma manière. Tu le vis à ta manière. Ouais, je le vis à ma manière. Demain, tu me dis, prends une licence pour un club de N2 ou je sais pas. Impossible, mais tu me dis, on va faire un five entre amis, on transpire 2 heures, on rigole, on touche le ballon. Ouais, j'y viens. C'est ça. Après, voilà. Je pense que pour faire une carrière, une grosse carrière, il faut penser différemment. Donc, je dis pas que moi, j'ai la bonne manière de penser. Je pense juste comme je pense, je suis comme ça. Mais les jeunes joueurs là, qui aspirent à être professionnels, je pense que mentalement, faut qu'ils soient conditionnés. Voilà, t'as pas que des amis dans le foot. C'est pas tout beau, tout rose. Certes, il y a beaucoup d'avantages que les gens dans la vie normale, ils ont pas, mais c'est pas si facile que ça, hein. Il faut se conditionner. Après, je pense que dans tous les corps de métier, c'est pareil. Moi, je pense que dans certains métiers, ça doit être pareil, hein. Les gens, ils veulent pas toujours ton bien, ils veulent pas que tu réussisses, ils préfèrent eux réussir que toi. C'est la vie, mais tant que t'es en paix avec toi-même, c'est le principal. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est pas le seul, parce que j'ai beaucoup de connaissances dans le football, et je parle avec beaucoup d'anciens coéquipiers, beaucoup de gens, mais vraiment proche, c'est mon ami Kevin Hanna, qui m'a posé la question. Il m'a dit, si c'était à refaire. Et moi, je lui ai répondu, je pense que je ferais pareil. Parce que c'est facile après coup de dire, si c'était à refaire, je ferais ça, je changerais ça. Mais en fait, t'es comme ça, tu vois. Tu dois être intègre à ta personne. Je veux dire... et c'est un truc qui me fascine un peu en t'écoutant parler. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme en début de podcast de courage. J'aurais tendance à croire qu'il y a beaucoup de gens, pas simplement dans le foot, mais dans la vie en général, qui, à un certain moment donné, sont malheureux dans leur situation et qui ne prennent pas nécessairement
action par rapport à cette situation. Et toi, tu avais, sans l'ombre d'un doute, si on parle à la majeure partie des gens, un des plus beaux métiers du monde. Exactement, ouais. Et tu es sorti de ce métier-là, intentionnellement. Ouais, mais après, c'est pas évident. Parce que tu étais peut-être plus heureux. Ouais, et puis c'est pas évident. Je pense qu'il y a certains... C'est tabou, ça l'est un peu moins maintenant, parce que j'ai vu qu'il y a certains joueurs qui commençaient à parler de leur santé mentale. Ouais. Notamment, j'ai vu une interview d'Umtiti ou certains joueurs Varane. Absolument. Qui commençaient à parler de tout ça. Et c'est important parce qu'en fait, voilà, le footballeur, c'est un produit. Qu'il soit produit marketing ou produit ce que tu veux, c'est sa valeur marchande. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas le côté humain, il y a très peu dans ce monde-là. Donc certes, tu as encore des éducateurs. C'est pour ça que je parlais au niveau des jeunes, qui ont encore ce côté-là, qui prennent le temps de parler aux joueurs. Mais bon, ça va tellement trop vite, il y a tellement de... C'est tellement gros que maintenant, il n'y a plus le temps, quoi. Il n'y a plus le temps et voilà, on ne fait pas assez attention à l'aspect humain. Donc c'est bien qu'il y en a qui commencent à en parler. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a certains joueurs qui se sentent mal, mais qui restent. Ouais. Mais, parce que c'est un peu une prison dorée. Ouais, et puis pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a, ils sont différents. Il y en a, ils le vivent très bien. Et il y en a aussi, ils arrivent à dire, voilà, c'est mon métier, je suis là pour prendre sa place et je suis là. D'autres qui disent, moi, c'est pour l'argent, Voilà, ils arrivent à... Et moi, j'ai jamais réussi vraiment à trouver, si ce n'est de jouer dans des stades avec une belle ambiance. Ça me motivait. Mais ouais, il y en a qui arrivent à faire abstraction de tous les à côté. Et chapeau à eux, parce que ils sont forts, parce que c'est une forme de réussite, hein, parce que c'est un tout pour faire une grosse carrière. Donc, respect à ceux qui y arrivent. Et moi, je souhaite le meilleur à tout le monde. Hein. Ouais. En tout cas, je te trouve très honnête dans ta manière de penser. Et des petites questions pour toi, pour terminer. Une vérité sur le poste de milieu offensif ou d'ailier, parce que tu joues également en tant qu'ailier dans ta carrière, que les fans ne soupçonnent pas. Il faut être intelligent pour jouer au milieu de terrain. Il faut être très intelligent, surtout en 10. Parce que y a des informations qui arrivent de tous les côtés. T'as le jeu face à toi, t'es dos au jeu, t'as les deux côtés ouverts. Il faut être intelligent, c'est pas évident, mais c'est plaisant. La phrase la plus dure, t'as joué en Angleterre, donc la phrase la plus dure que t'as entendue après un match. Tu peux le dire, là? Bien sûr. Fuck you. Mais tranquille, c'était bon enfant. Non, les supporters, les trucs, mais c'est bon enfant. Ouais. Non, j'ai pas eu de phrases particulières qui m'ont blessé. J'aimerais que tu me ramènes à ce moment à Marseille. Ouais. Où est-ce que tu as décidé d'arrêter? Ramène-nous au moment précis où est-ce que tu as pris la décision. Bien entendu, tu es allé dans le bureau de José Anigo, mais cette décision-là, c'est mûri, c'est prise à quelque part. À quel moment et où étais-tu? On venait de finir la pré-saison. On était parti en stage en Suisse avec le coach Deschamps. La pré-saison, elle s'était bien passée. Et avant cette pré-saison-là, j'avais le tournoi de Toulon avec les Espoirs. Et j'étais parti du tournoi au bout de 2 jours. Et ça a commencé à cogiter. À cogiter. Et après, en revenant de la pré-saison, coach Deschamps, il me convoque dans son bureau et il me dit, là, écoute, t'es jeune. Moi, j'ai fait venir des joueurs. Tu vas pas forcément avoir du temps de jeu. À ton âge, il faut jouer. Et du coup, j'ai dit non, mais coach, il n'y a aucun problème. Parce que je commençais à cogiter et du coup, j'ai dit, je vais aller voir José. Et lui, il pensait que je partais par rapport à ça, mais alors que personne ne savait trop. Ouais. Wow. Si tu devais refaire un choix de carrière, peu importe lequel, lequel referais-tu? Si je devais refaire un choix?
Ouais. Ouais, je retournerai à Marseille à 19 ans. Ouais. Parce que c'était un rêve d'enfant. Sinon, je l'aurais pas fait, j'aurais pas su, j'aurais pas vécu. Donc voilà, faut pas rester sur le côté que j'ai arrêté ou quoi, mais j'ai vécu aussi des belles choses. Des bons moments au stade, des rigolades dans les vestiaires. Aujourd'hui, je recroise des anciens coéquipiers, on rigole. Il n'y a pas longtemps, je suis retourné aux 150 ans du club, on a fait un match amical, c'était sympa. Et il y a eu des... C'est même pas des mauvais moments, j'ai eu que des bons moments. C'est juste au moment où je l'estimais, je fais ce que j'avais envie de faire. Quel coéquipier est le plus sous-coté avec qui tu as joué? Sous-coté. Kevin Hanna. Ton très bon ami. Parce que c'est un sacré joueur. Après, bon, ceux qui le connaissent, ils savent que c'est un sacré joueur, mais je pense que, pareil, pour des raisons différentes, peut-être qu'il n'était pas en adéquation avec ce monde-là, mais il aurait pu ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il avait le potentiel pour jouer dans les plus gros clubs, si ce n'est en équipe de France et tout. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Le plus talentueux, Ben Arfa. Ouais. Tout le monde dit Ben Arfa. C'est ça, il y a une différence entre meilleur joueur et plus talentueux. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus performants que lui. Mais le plus talentueux, c'était lui. Injouable, c'est ça? Pas injouable, mais talent au-dessus de la moyenne et capacité à éliminer, gaucher. À thème, quoi. Je suis pas le seul à en parler, mais il était très, très doué, balle au pied. Ouais, c'est ce que les gens disent à l'entraînement. Quand tu es sur l'aile et quand tu es en numéro 10, au final, quel poste que tu es le plus à l'aise? Je préfère dans l'axe. Ouais? L'aile, c'est particulier parce que du coup, tu as la ligne de touche. Donc, c'est différent. Que tu sois côté droit, tu n'as que l'espace gauche. Donc je préfère être dans l'axe. Mais j'aime beaucoup le dédoublement de passes et tout ça dans l'axe, alors que ailier, c'est différent. Tu prends, tu percutes, tu sens. C'est différent, mais je préfère dans l'axe. Le joueur le plus difficile contre qui tu as joué dans l'axe, au milieu de terrain? Parce que j'imagine en Angleterre, tu devais avoir des sacrés milieux de terrain défensifs qui jouaient contre toi. Ouais, un joueur qui était dur. Il y en a eu pas mal. Mais Alexandre Song, il était dur à jouer. Arsenal, ouais, c'était rugueux, c'était les petites fautes du vice, mais voilà. Mais c'était pas il était dur à jouer, mais sinon c'était Yaya Touré qui m'impressionnait. Ouais, très fort. Ouais. Gerrard, tu as joué un peu au même... Ouais, Gérard, je les ai tous eus, ils étaient tous là. Donc, tous les clubs. Ouais, Lampard, Essien, ils étaient tous là. Scholes. On s'en sort pas ouf. Ouais, Scholes, qui était un sacré joueur. Après, je pensais que tu me disais dur dans le sens dur sur l'homme et tout, mais sinon, il y a des joueurs. Au milieu, Scholes, ouais. Ouais, il y avait des sacrés joueurs. De Jong aussi, qui était dur. Voilà. Mais après, sinon, c'est plus des offensifs, moi, qui m'impressionnaient. Qui? Berbatov, je l'ai trouvé facile techniquement. Ouais, très fort. Première touche de fou. Ouais, je l'ai trouvé facile. On jouait contre eux l'hiver. Chez nous, on joue chez nous l'hiver. Tout le monde est envissé. Lui, il est en moulé. Totale détente. Contrôle, porte-manteau. Il joue en marchant. Facile. Ouais. Après, il y avait tous les grands joueurs. Drogba, Anelka, ils étaient tous là. En première ligue, de toute façon, c'est compliqué d'en citer qu'un. Mais, ouais, non. Qu'est-ce que tu te retiens aujourd'hui de ta carrière? Comment tu la décrirais? Un jeune ici des quartiers populaires qui a réussi, qui a accompli son rêve d'enfant. Voilà, et je retiens que les bons moments de ma carrière.
les rigolades dans le vestiaire, les déplacements, les mises au vert, l'ambiance dans les stades, le public. Aujourd'hui, que j'aille à Marseille ou que j'aille à Blackpool, je suis toujours bien accueilli. Donc ça, c'est bien aussi. Ça veut dire que j'ai pas laissé de mauvaises images. Voilà, donc non, que du positif. J'ai encore ma chanson à Blackpool. D'ailleurs, il m'invite à y aller. J'ai pas trouvé le moment, mais faut que j'y aille. Voilà, c'est de laisser une bonne empreinte humaine. Après, c'est sûr aussi, footballistique, c'est important, mais humaine, là où tu passes, et voilà. Hein. J'étais peut-être pas dans les codes, mais j'étais pas non plus... Je pense pas que j'étais difficile à... C'est quoi la suite? La suite, c'est profiter de la vie. Hein. Profiter de la vie, profiter de ma famille, mes enfants, passer du temps avec les gens qui me veulent du bien, ce que j'apprécie. Et puis voilà, j'aime bien voyager, découvrir des pays. Voilà, travailler aussi. Travailler, c'est important. Et voilà. Travailler dans le foot? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, j'aime beaucoup commenter les matchs, ça me plaît. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et pourquoi pas recommencer? Et puis, comme je dis, je passais mes diplômes d'entraîneur aussi, donc on va voir les opportunités. Après, voilà, je veux un peu moins bouger qu'avant quand même. Là, j'ai été un peu partout dans ma carrière. Là, j'ai mon pied à terre, il faut que... Donc on va voir. Je suis ouvert à pas mal de choses. Et voilà, on verra. Hein. Les opportunités viennent et puis on verra. Elliot, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Une aisance à expliquer ta carrière, une facilité déconcertante même. Je te trouve très en paix avec tout ça. Et je pense que c'est rafraîchissant parce que le foot, c'est très compétitif. Je pense que tout le monde qui joue à ce très beau sport et qui espère une carrière professionnelle est très sérieux dans ce qu'il fait. Mais toi, tu as été capable d'atteindre ton rêve en restant calme, en restant toi-même. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent. Je l'espère. Après, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Et puis, chacun est différent. Peu importe la manière d'y arriver. Si tu arrives à accomplir ton rêve, c'est que c'est la bonne manière. Et voilà, moi, c'est tout le mal que je leur souhaite. Après, il y a beaucoup de concurrence, c'est difficile. Et si ça se fait pas, la vie, elle continue. Mais quand je vois les petits jeunes jouer et tout, moi, j'espère tout ce qui passe. Et je sais pertinemment que pas tout le monde, mais voilà, l'essentiel, c'est d'être heureux. Moi, j'admire les gens qui n'ont pas réussi et qui, malgré tout, pas réussi à faire carrière dans le foot, mais malgré tout, ont une superbe vie, ils sont heureux dans ce qu'ils font. La méthode miracle, c'est pas moi qui l'ai, sûrement pas. Mais voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Elliot, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.